Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la leçon 6, comme vous le voyez à l'écran. Alors on se retrouve de manière un peu particulière parce que c'est dû à un crash d'ordinateur. Bah oui, la leçon aujourd'hui c'est vendredi quoi? Vendredi 20 octobre, on a fait la leçon avec tous les élèves présents et puis paf, crash, plus de vidéo. Je termine la leçon et je découvre que rien n'a été enregistré. Donc, moment d'effroi. Et puis après, ben voilà, pas d'autre choix que de recommencer. Donc, je recommence la leçon, mais alors dans un contexte particulier, parce que du coup, ben, je ne vais pas demander à tout le monde de revenir, et je me décide de faire une vidéo tout seul. Donc, je vous parle là complètement tout seul. Donc, bon, je parle à mon ordinateur, c'est une drôle de chose, mais je m'imagine que c'est vous. Et je vais vous donner la leçon de cette manière. Elle durera peut-être un petit peu moins longtemps, et bon, bah, ça, c'est pas grave, parce qu'évidemment, il n'y a pas les interactions, mais par contre, je vais pouvoir vous expliquer peut-être d'autres choses, vous présenter les choses d'une autre manière. Allez savoir, peut-être que l'occasion fait le larron, puis je vais découvrir que ça peut aussi être intéressant de procéder de la sorte. Et puis pourquoi pas, peut-être vous préparer des leçons à l'avance quand tout à coup je ne peux pas être là. Ça, on pourrait aussi imaginer ça. C'est peut-être une solution, vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, on est là à la leçon 6. Et à la leçon 6, de nouveau, vous avez chaque fois dans la leçon un aspect purement théorique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce sont tous les tableaux qui nous indiquent quelles sont les différentes formes de construction qu'il nous faut apprendre. On commence avec les 30 lettres, comme vous l'avez vu, puis ensuite, progressivement, on a les 30 lettres, on a les yata, on a les rata, et ensuite, progressivement, les lettres suscrites, les lettres souscrites, etc. Donc tout ça est assez logique et facilement compréhensible. Maintenant, il faut vous souvenir d'une chose, c'est que tous ces tableaux sont là pour vous présenter la manière traditionnelle dont on apprend l'alphabet, étape par étape. Nous, notre approche, elle est un peu différente. C'est-à-dire que notre approche, elle est contextuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va directement dans le texte et puis on travaille sur l'idée de l'identification, du repère. C'est-à-dire si je zoome ce texte, l'idée pour nous, c'est d'abord de pouvoir nous dire, ben tiens, quelle est la lettre que j'ai là devant les yeux. Donc si je pointe celle-là, je sais que c'est A, ça, je sais que c'est A, ça, je sais que c'est ça, etc. Et idéalement. Et ensuite, l'occasion faisant le larron, je finis par repérer des manières de construire. Et par exemple, ici, on a ra, gata, ga, yata, gia, la, giel. Alors, on en a parlé, on l'a vu, et puis petit à petit, cette expérience faite sur le terrain, ça c'est le terrain, eh bien, elle vient corroborer et être en lien donc avec l'aspect théorique. L'avantage, c'est qu'on finit par apprendre plus vite certains trucs du fait de l'expérience. On voit que, ben voilà, par exemple, ao, ta, gegu, di, et puis on sait repérer à peu près. Et donc, cet à peu près-là, il est intéressant, parce que c'est de l'expérience. Et cette expérience, petit à petit, elle est mise en écho avec l'aspect purement théorique. Et vu que l'aspect purement théorique de l'apprentissage de l'alphabet, bah, c'est pas bien compliqué. On voit par exemple qu'il y a un certain nombre de lettres qu'on peut superposer avec ça, comme ici par exemple. Et puis voilà. Mais la règle fondamentale pour la lecture, elle n'est pas très compliquée, étant donné que si je zoome plus fort, on a cette lettre, et puis on sait qu'on part toujours du haut, et on finit toujours vers le bas. Donc c'est très simple. On a ça, on a ka, et donc quand on appelle, on dit sa, ka, ta, ka. Alors pourquoi on dit sa, ka, ta, ka? Parce qu'on dit sa, ka, et c'est sa, ka, ta, ça veut dire lié. Donc c'est vraiment comme si vous faisiez sa, ka, ta, ka. Alors faites le geste avec moi, c'est intéressant. Bien sûr, vous allez dire, ah non. Mais si, ça peut être intéressant. Sa, ka, ta, ka. C'est juste histoire de, comment dire, comme se donner un moyen de vraiment intégrer cet aspect un peu théorique où on dit sakata. Pourquoi on dit sakata? On dit sa, ka, ta,
ta, ça veut dire relier. Sa, ka, ta, ka. Et on donne le résultat. Donc, vous voyez, que ce soit ici un sago, c'est-à-dire là, on a un sa qui est en tête. Sa, go, go, ça veut dire la tête. Sago. Où que l'on est, attendez voir que je vous retrouve. Là, par exemple, un yata, ici, un yata, c'est une lettre souscrite. Donc là, par exemple, on a un ra au-dessus, donc un rago. On a la lettre de base, c'est bien sûr le ka. Et puis on a un yata qui est une lettre souscrite. Donc comme on voit ici, une syllabe comme gal ici, elle est composée toujours d'une lettre de base, évidemment, d'une lettre suscrite, d'une lettre souscrite. Et en l'occurrence, d'un suffixe. Le suffixe, c'est ce qui vient après. Le préfixe, comme ici, c'est ce qui vient avant. Donc ça, on l'a vu déjà. Et encore une fois, tous les tableaux que je vous mets dans les supports, qui sont cet apport théorique pour comprendre, ou pour se rappeler, je ne sais pas, peut-être pour expliquer un peu, mais je ne suis pas sûr que ça donne beaucoup plus d'explications que ce qu'on voit ensemble, c'est un peu comme des rappels uniquement. Mais en fait, encore une fois, l'expérience, elle est là. C'est-à-dire qu'on lit du haut vers le bas, et que ce soit un rago, ou un yata, ou un sago, ou un lata, n'importe, bien finalement, vous lisez du haut vers le bas. Donc, ra, kata, ga, yata, ga. Et vous remarquez que c'est chaque fois la même chose, c'est-à-dire ra, ka, ta, ka. Ensuite, on a ka, on va dire, ka, ya, ta, ya. Donc, vous dites ta à chaque fois que vous collez quelque chose. Donc, ra, ka, ta, ça donne ka. Puis ensuite, ka, ya, ta, ça donne ya. Alors après, dans l'épellation, vous dites ra, ka, ta, ka, ya, ta, ya. Voilà, tout simplement. Je veux dire, c'est vraiment simple. C'est ra, ka, lié, ka, ga, ya, ta, ya. Ra, ka, ta, ka, ra, ka, ta, ka, ya, ta, ya. Puis ensuite, vous avez le suffixe. Et le suffixe, c'est tout simple le suffixe. C'est-à-dire que le suffixe, soit il est sonore, comme ici, là, c'est-à-dire qu'on entend gial. Puis alors après, on dit oui, non, mais pourquoi on passe de ga à giel ou gal, gel. Bon, c'est quoi cette histoire? Tout simplement, il y a 4 suffixes. Et il s'agit de la, sa, da, na. Par exemple, voilà, je vais vous les écrire, vous allez voir. On se met là, et puis si je vous les écris, eh bien, attendez voir, je vais me mettre un peu plus gros. Voilà, on va se faire comme ça. Eh non, ça c'est bon. Et puis, voilà, je vais vous écrire. Donc là, c'est pas très gros ça. Attendez voir, hop, on va faire plus gros. Ah oui, non, là c'est trop gros. Bon, faut régler, c'est pas si simple. Ok, on va y arriver. Alors, attendez, j'efface tout ça. Voilà. Donc, là, ça, da, et puis la, sa, da, na. Alors excusez-moi, c'est pas bien écrit parce que je fais ça à main levée sur ma tablette, mais je vais essayer de le faire mieux. Attendez, je vais essayer de faire ça très très bien. Alors voilà, donc là, ça, da. Non, ouais, c'est à peu près ça. Ça pourrait être mieux écrit, mais c'est pas mal déjà. Donc, on a 4 suffixes, la, sa, da, na. Ça, je vous l'ai mis d'ailleurs dans le support de la leçon 6. Donc, vous avez un petit point théorique pour comprendre que, il se trouve que celui-là est sonore, le la, que le na est sonore aussi. Par exemple, ici, ça donnera den, là, ça donnera gal, mais ça est muet et ta est muet. Par contre, les 4 ont le pouvoir de changer le son A en E, ou en E, attendez voir, A, E, ou en E, I reste I, R reste E, O en E. Voilà, par exemple, alors je reviens dans le texte. Voilà, je suis dans le texte. Donc ici, par exemple, le K devient Ke. Ka, ke.
tout simplement. Ici, le den, le da devient den, donc a, est. Encore une fois, ici, pareil, a, elle, hein, gal, gel. Maintenant, est-ce que j'aurais un autre exemple quelque part? Eh ben non, il n'y en a pas qui viennent. Bon, ben c'est pas grave. Ok. Ben, tout simplement, vous reprenez cette petite règle. C'est pas très simple. C'est le A qui devient E, O qui devient E, OU qui devient U, I reste I, E reste L. Bon, alors, je dis pas très compliqué, c'est très simple. Bon, ben d'accord, ça forcément, c'est peut-être facile à dire, je suis d'accord. Mais en même temps, il ne faut pas non plus que ça devienne compliqué. J'essaye de... C'est pas de la simplification excessive, c'est pas ça. C'est simplement, comment dire, faire que ça soit pas problématique. Pourquoi? Parce que, en fait, pour nous, il est question de jamais perdre l'objectif. L'objectif, au départ, c'est quand on a une syllabe comme ça, hein, comme par exemple ici, c'est de pas tout à coup se dire « Ouh là là !» Non, pas besoin. On a 3 lettres, on sait qu'on en a une au milieu et qui est donc, il y a très forte chance d'être la lettre racine, comme toujours. Puis donc, ça veut dire qu'on a un préfixe ici et ça veut dire qu'on a un suffixe. Forcément, si ici c'est la lettre racine, ça ne peut pas tellement autrement. Donc, si on a un préfixe, on dit A, donc AO. On dit tsa parce qu'on a appris que c'est tsa. Et on dit la parce que c'est tsal. Puis maintenant, si on oublie que c'est tsel et que c'est pas exactement tsal, franchement, c'est pas très grave. Parce que pour l'instant, notre objectif, c'est, rappelons-nous, identifier les lettres, clairement. Et ça, c'est important. Les 30 lettres, là, on doit avoir un réflexe. C'est-à-dire, on ne doit pas être en train de se dire, attends, ça, c'est déjà quoi? Non, ça ira pas. Il faut vraiment être à l'aise là-dessus, parce que sinon, c'est très compliqué. Donc, Ao, Tsa, La, Tsal. Maintenant, la juste prononciation, c'est-à-dire voir ça et savoir que c'est Tsel plutôt que Tsal, ça, c'est ce que j'appellerais la juste prononciation. Mais ça va venir petit à petit. Parce que l'épellation, vous allez en faire et en faire et en faire et en faire. Et idéalement, il faudrait en faire beaucoup. Idéalement. C'est-à-dire, idéalement, au minimum, il faudrait en faire, on va dire, si je prends le texte comme ça, ok, je vois une ligne, ça veut dire une ligne par jour. Idéalement, c'est une ligne par jour. Et à force de faire, on va obtenir la juste prononciation. On va se souvenir de toutes ces petites règles. Mais par contre, encore une fois, j'insiste, la base pour nous, fondamentale sur laquelle on s'appuie, c'est la compréhension des 30 lettres. C'est-à-dire que nous savons sans aucun doute que ça c'est un A, que ça c'est un Ta. Alors quand je dis sans aucun doute, là on en est à la 6e leçon. Donc à la 6e leçon, vous pouvez encore avoir des doutes, il n'y a pas de doute. Mais, il n'y a pas de doute qu'on peut avoir des doutes. Mais, par contre, à un moment donné, vaudrait mieux pas. Vraiment pas. Encore une fois, c'est la hiérarchisation des doutes. Pas de doute sur les 30 lettres, on sait les identifier, on sait comment les prononcer, ça c'est clair. Mais par contre, on peut avoir un doute sur la parfaite et juste prononciation. Ok, ou est-ce que le ton est un ton expiré haut ou bas? Là encore, on peut hésiter. Là, on peut avoir des doutes. Parce que ce n'est pas un doute hyper important. Mais, si ça, tout à coup, on le comprend pas, c'est-à-dire on se demande si c'est un K ou un Ma, alors là, c'est très mal barré. Là, ça devient très compliqué. Donc, on pourrait dire que au stade de la leçon 6, d'ailleurs, aujourd'hui, quelqu'un a dit c'est un peu un point de bascule. C'est vrai que c'est un point de bascule, parce que, franchement, là, ça fait donc un petit moment qu'on est ensemble, on a vu à peu près tous les cas de figure, et maintenant, le point de bascule, c'est qu'on sent qu'il va falloir vraiment pouvoir prendre appui sur la compréhension, la connaissance des 30 lettres, et puis, hop, à partir de là, on peut se lancer. Et c'est ça le point de bascule. On peut se lancer dans l'aventure qui consiste à apprendre à épeler, tout simplement. Et c'est ça qu'on doit faire ensemble. Après, dans la leçon, bien sûr, dans la leçon, vous connaissez la technique, vous avez repéré des lettres, vous essayez de les retrouver là, ici, ok. Et puis ensuite, vous avez dans la feuille d'explication, je pointe en rouge des syllabes qui vont être mises en avant,
tout simplement qui vont être expliquées. Voilà, on a l'explication avec le mot, comment on le prononce, son sens, et puis on a chaque fois une aide à l'épellation. Ok. Mais donc pour nous, ça veut dire que maintenant on rentre dans l'épellation. On a tout ce qu'il nous faut, en tout cas a priori, on a tout ce qu'il nous faut pour rentrer dans l'exercice même d'épellation. Et à force d'épeler, forcément on va finir par savoir le faire. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de la répétition du geste, essentiellement. Théoriquement, je ne pense pas que ce soit trop compliqué. On va encore forcément de temps en temps hésiter, parce qu'on va se dire, ouais, mais effectivement, est-ce que là, il faut, par exemple, allez voir, il y a un cas où on hésite toujours, ça c'est certain, je vais vous le retrouver, oui, par exemple ici, on a ça. Puis on se dit, ici, ça c'est payatacha, ça, ok, puis après on se dit, ça, ah oui, mais ça c'est quoi? Ça c'est pas ou c'est wa? Parce qu'on a appris, on a vu, je vous l'ai dit, que de temps en temps, le pa devient wa. Alors ok, on peut hésiter là-dessus. Alors chaque fois, il faudra faire le retour. Le retour, ça veut dire quoi? Revenir au point théorique. Et le point théorique, il aura été pointé dans les supports, je vous l'aurais dit, vous avez la possibilité sur les supports de revenir à tous les points théoriques, et vous savez que le pa, lorsqu'il est la dernière syllabe d'un mot, on est bien d'accord, syllabe d'un mot, en tibétain une syllabe, c'est un ensemble de choses séparées par un point, c'est tout. Quand je dis un ensemble de choses, parce qu'une syllabe, ça peut autant être ça, qui est une syllabe composée de quand même pas mal d'éléments, mais ça, c'est aussi une syllabe, très clairement. Et donc, quand vous avez une syllabe ici, qui fait partie du mot payatacha wa, automatiquement, vous savez que c'est la dernière syllabe du mot. Et donc, on dit chawa, qui veut dire l'action, et non pas chapa ou chaba, pas du tout. On dira chawa. Vous le savez d'autant plus parce que dans cette leçon, je vous introduis ce qu'on appelle le génitif. Et le génitif, je l'introduis ici par, si on veut, je le mets en exergue avec les signes plus, comme ça. Donc, pourquoi? Parce que nous avons un mot, nous avons un autre mot. Le tibétain, langue monosyllabique, ça veut dire qu'une syllabe peut être un mot. Ici, ce mot ici, là, ça peut vouloir dire le terrain, le lieu, la terre. Ok. Alors après, quel est le sens complet de tout ça? C'est autre chose. Mais d'abord, il faut bien remarquer, identifier qu'on a donc un mot, un deuxième mot, et on a un lien entre les deux mots. Et le lien entre les deux mots, c'est le génitif. En tibétain, on parle de delda. Del, ça veut dire lié, et da, c'est le son. Delda, c'est le son qui relie. Parce que le génitif, et ça, donc, dans le support, vous avez le point théorique, on va dire. Simplifié pour l'instant, parce qu'après, le génitif, vous allez voir, il y a des tas d'utilisations. Mais avec le génitif, là, cette leçon 6, ça nous permet de commencer à aborder ce qu'on va devoir apprendre une fois que la lecture, elle est bien installée. Une fois qu'on sait bien lire, on va pouvoir rentrer dans l'analyse de texte. Et c'est ça qui est passionnant. Donc ça veut dire que, on aura tout ce qui nous permet de pouvoir lire facilement un texte, puis on va pouvoir, petit à petit, commencer à isoler ces éléments. Parce que quand vous avez un texte en tibétain, vous êtes face à une marée de lettres comme ça, et puis la grande difficulté, c'est de savoir où ça commence, où ça se termine. Parce qu'on a par exemple une ligne du genre, là, ici, si par exemple je regarde ça, on a une ligne, on n'a pas de séparation entre les mots, puis on se dit, mais waouh, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête? Je fais quoi de tout ça? Donc, la compréhension que l'on aura des particules, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir réellement comprendre comment un texte s'organise. C'est-à-dire quel élément va avec quel autre élément. Alors, on ne va pas arrêter de parler des particules, parce que ça, c'est vraiment le
le grand point, quoi. Disons, c'est vraiment ce qu'on doit comprendre profondément, ce qu'on doit savoir. Ça, c'est sûr, les particules. Donc voilà, on apprendra, hein, il n'y a pas de doute. Et on va finir par comprendre leur fonction. Donc là, on commence par, on va reprendre, je vais en prendre une simple, là. Oui, ah bah tiens, ça c'est parfait, là, voilà. Je reprends un exemple de génitif. Alors je dis simple parce que ensuite, mais il ne faudra pas se noyer dans un verre d'eau, hein. C'est simplement savoir que le génitif, et on va y aller petit à petit, le génitif, il est ce qu'on appelle morphologiquement variable. Alors morphologiquement variable, ça veut dire qu'il a une tête qui change. La tête qui change, c'est la forme qu'il prend. Ici, agigui, c'est une forme. Après, on pourra trouver, par exemple, une forme comme kagiguki. Attention, ici, c'est une autre. Là, je le barre, là, voilà. Ça, c'est une autre particule. On ne parle pas de cette particule, mais c'est simplement pour vous dire que, en fait, kagiguki, c'est une des formes du génitif qu'on retrouve sous forme de agigui. Mais là, vous oubliez cette histoire là-haut. On reste essentiellement ici. Parce que ce qu'on a besoin de comprendre, c'est qu'il y a des éléments dans un texte qu'on va petit à petit réussir à identifier comme étant une particule. Et cette particule, on va finir par comprendre quel rôle elle joue. Et on commence par le génitif, parce qu'on apprend que le génitif, il a le pouvoir, ici, de relier ça à ça. Donc voilà, il fait le lien. Hein, il fait vraiment le lien entre deux mots. Donc ici, par exemple, on a Gyalpo le roi. Gyalpo, oui, pourquoi Gyalpo? Parce que Ra, Gata, Ga, Yata, Gya, La, Gyal, Panarupo. C'est là où il ne faut plus avoir trop d'hésitation, on peut en avoir encore. Mais disons, à terme, il n'y a pas d'hésitation sur la prononciation et la lecture du mot. Parce que sinon, ça devient trop compliqué. Hein, là, on est dans le plan de bascule, c'est-à-dire on va prendre le temps de bien asseoir notre compréhension de la lecture pour pouvoir rentrer dans l'analyse. Donc, ça veut dire bien asseoir, ça veut dire justement ne pas avoir de doute sur le fait que ça, c'est bien Gyalpo. Voilà, on n'a pas besoin de refaire 15 fois le chemin. Ragata, Gayata, Gya, La, Gyal, Panaropo. Ok? Donc, cette aisance, vous allez la capter, il n'y a pas de doute, vous allez l'obtenir, l'acquérir. Maintenant, on a un autre mot. Donc, on a Gyalpo, ok, voilà. On sait que ça, c'est un génitif, parce que je vous l'ai dit. Et puis après, vous le repérez tout seul, puis vous comprendrez vraiment bien. Mais pour l'instant, je vous l'indique. Et puis après, on a cap. Cap. Et puis, voilà, on sait. Alors, bien sûr, après, est-ce que c'est cap cha ou est-ce que c'est juste tout seul cap? Bon, pour l'instant, je suis d'accord. Il n'y a pas grand-chose qui vous permet de vous dire que ça s'arrête là, ok, et que ça ne va pas jusque-là. Ça, c'est vrai. Et c'est petit à petit que vous allez vous repérer. Pourquoi vous allez vous repérer? C'est assez simple, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous saurez que ça, c'est le mot. Donc si ça, c'est un mot, l'autre mot, c'est celui-là. Au début, on ne le voit pas, parce qu'au début, on a juste une suite de syllabes, et puis, voilà, encore une fois, où est-ce que cela commence, où est-ce que cela termine, et on ne le sait pas vraiment bien. Ok, mais disons, je suis là pour ça aussi, pour vous indiquer, vous dire no panique, et puis vous dire, pour l'instant, pour nous, le mot, c'est ça. Et puis le mot, c'est ça. Donc, voilà le lien. Donc, Gyalpo, le génitif et cap. Alors après, il y a comment on le lit. Donc, d'abord, comment on l'appelle? Ra, kata, ga, yata, gya, la, gyal, panaropo, agigui. Quand on l'appelle, on ne fait que dire ce que c'est. On dit panaropo, agigui. Et on fait exprès. Parce que c'est une manière, à l'oralité, verbalement, de pouvoir bien distinguer. On n'est pas en train de dire kaba kap. Parce que si on dit kaba kap, kap, c'est le résultat de la fusion de ka et de ba. Kap. Mais là, il n'y a pas de fusion. Pourquoi? Parce que le mot, c'est clairement celui-là, c'est gyalpo. Donc il y a une transformation du mot, simplement. Gyalpeux, on entend gyalpeux. Ça, c'est on va dire la force du génitif, c'est de changer un peu. Et pourquoi? Parce qu'en disant gyalpeux, cap, ça va nous permettre de dire, même oralement on l'entend,
on fait le lien entre galpo et cap. Galpe, cap. Galpe, cap. Et galpe, cap, bah, ça devient un groupe de mots. Et ça, c'est vraiment important. Quand vous dites le cheval blanc, bah, le cheval blanc, ou comme ici, le palais du roi, hein, parce que cap, ça peut vouloir dire palais. Admettons que, bon, ok, très bien. Le palais du roi, donc pas besoin de même dire cheval blanc, vu qu'on a palais du roi. Palais du roi, c'est un groupe de mots. Donc, ça pourrait être d'ailleurs le grand palais du roi. Ça serait un groupe de mots. Pourquoi je parle de groupe de mots? Parce qu'en fait, l'articulation d'un texte, et ça on va le comprendre petit à petit quand on rentre dans l'analyse du texte, c'est des articulations entre mots, groupes de mots, avec d'autres mots et d'autres groupes de mots. Et les particules, c'est ce qui va nous permettre de faire un lien entre un mot, justement, un groupe de mots, et ce groupe de mots, comment le mettre en lien avec un autre groupe de mots. Donc par exemple, le grand palais du roi, on peut se dire, bah tiens, où est-il? Donc le grand palais du roi est au Tibet, hein, n'importe. Donc, ou alors le grand palais du roi coûte très cher, n'importe, etc. Mais ça veut dire qu'on a un groupe de mots et on va parler de ce groupe de mots. Donc ça va être très important pour nous de pouvoir former des groupes de mots. Donc par exemple ici, voilà mon pointeur, galpe cap, ça veut dire le palais du roi. Et là j'ai formé un groupe de mots. Et donc le génitif, ici, agigoui, je rappelle que le agigoui est morphologiquement variable. On pourrait par exemple dire galpo qui cap, pareil, du point de vue grammatical c'est la même chose. C'est simplement qu'à l'écrit on dira galpe cap. Mais vous diriez galpo qui cap, donc une autre forme du génitif, ce serait grammaticalement juste. Ça ne change rien du tout, c'est juste la forme qui change, c'est pas le fond qui change. Le fond, c'est créer un lien entre galpo le roi et cap le palais par exemple. Hein, galpe cap. Bon, cap, c'est pas tous les jours qu'on dit cap pour palais, hein, c'est une des compréhensions du mot dans le dictionnaire. Mais bon, ça pourrait aussi vouloir dire le royaume, hein, ça peut vouloir dire le royaume. Mais ça, encore une fois, bon, ok. Le but du jeu, c'est pas d'ergoter pour l'instant sur le sens du mot, c'est vraiment de comprendre comment ça se construit. Après, vous verrez, une fois qu'on a compris comment ça se construit, alors là, on peut s'en donner à cœur joie. Hein. On peut discuter de pourquoi tel mot signifie celui-là. Oui, mais là, dans ce contexte, ça peut... Ouais, c'est sûr. Ça, c'est vraiment l'analyse. Et puis, c'est passionnant, d'ailleurs. Mais d'abord, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, le génitif. Voilà, tout simplement. C'est un premier élément, le génitif, et c'est pour ça que je vous en parle ici, parce que c'est un premier élément qui nous permet d'aller à, je vais utiliser l'idée de couche, à la deuxième couche. La première couche, c'est quoi? C'est comprendre comment s'organise la lecture, c'est-à-dire comment se construisent les syllabes, comment on les prononce, et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, les signes voyelles, etc. Ça, c'est la première couche. Ok. La deuxième couche, c'est comment on met les blocs ensemble. Les blocs, c'est les mots, tout simplement. On pourrait dire que si je reprends là, tout simplement, un dessin, on pourrait dire qu'en tibétain, on a, évidemment, on a des blocs. Et nos blocs, c'est des mots. Voilà, tout simplement. Et puis, on a des mots, et puis on a aussi des groupes de mots. Voilà, c'est tout. Et donc, la première couche, c'est savoir comment tous ces blocs-là sont composés. Des fois, il y a des blocs avec plusieurs éléments, parfois avec, comme ici, un élément, 4 éléments, 3 éléments, 2 éléments, 2 éléments. Ok, ça, c'est nos syllabes. C'est donc des blocs, c'est des blocs de sens, tout simplement. C'est vraiment des blocs de sens. Et puis ensuite, et ça, c'est la première couche. Et on en est là, c'est le point de bascule, là. C'est le point de bascule parce qu'on pourrait dire que jusque-là, 6e leçon, on a tout ce qu'il nous faut, en tout cas théoriquement, pour comprendre comment, ici, le mot se construit. Ok? On a presque tous les éléments, on les a quasi, en tout cas dans le texte. Il y a encore 2-3 éléments à voir, mais on peut considérer qu'on a tous les éléments pour comprendre comment ça se construit. Donc maintenant,
on va arriver à la deuxième couche, donc on rentre, hein, c'est le système du millefeuille. Première couche, tac, deuxième couche. Deuxième couche, c'est comment tous ces éléments ici vont se mettre ensemble. Mais se mettre ensemble, ça veut dire quel est leur lien. Alors leur lien, ça veut dire qu'ici on peut avoir un lien de type plus, là on peut avoir un lien de type action vers, là on peut avoir un lien de type, on pourrait dire, action dans ce sens, etc. Et tout ça, les relations entre les blocs, les relations entre les mots, c'est le rôle des particules. Tout simplement. Donc voilà. Je regarde. Écoutez, ça fait 30 minutes que je parle tout seul. C'est pas mal. Donc, je pense vous avoir dit l'essentiel. Honnêtement. Il me semble pas avoir oublié grand-chose. Je réfléchis 2 secondes. Mais il me semble que tout est là. Oh non, tout est là. Voilà. Donc, on a cette leçon 6 qui est construite comme les autres. C'est-à-dire, on a effectivement nos apports théoriques, vous les regardez, bon voilà, petit à petit vous comprenez, tiens vous voyez qu'ici il y a un système un peu différent qui a été emprunté du manuel de l'INALCO, voilà, l'Institut des langues orientales à Paris, avec un système phonétique que je trouve intéressant, où justement ici, attendez, tac, ici on marque par exemple les lettres, hein, si vous regardez bien ici, on a un A avec un trait dessus, et puis par exemple on a ici un A avec un trait dessous. Donc ça c'est une indication phonétique. Encore une fois, c'est un point théorique. Vous regardez, mais de toute façon ce point théorique, ensuite, il est mis à l'épreuve dans le contact avec le terrain. Et le contact avec le terrain, c'est tout ça. OK ? Et puis ensuite, vous avez... Là, je vais juste effacer ça. Voilà. Et puis ensuite, vous avez ici la mise en avant, en exergue, la mise en avant de certaines syllabes que vous retrouvez ici dans l'explication, qui vous permet petit à petit de comprendre le sens du mot, de pouvoir éventuellement décider que vous avez des mots-clés qui sont des exemples justement de ces fameuses règles d'apprentissage de la lecture. Donc voilà, vous avez des repères, ce sont les mots-clés que vous avez dans la poche, que vous pouvez... Ah oui, c'est comme gyal, ragataga yata gyal. Ah oui, gyalpo, voilà, par exemple, ok. Ou den, n'importe. Donc là, il y a plein de petits trucs, mots-clés, possibilités de comprendre, voilà. Et puis, tout simplement. Et après, vous avez un aspect un peu plus sec, peut-être, c'est-à-dire, c'est les exemples de génitifs qu'on trouve ici dans le texte. Vous n'allez pas comprendre comme ça tout de suite, tout de manière parfaitement claire et limpide, mais en même temps, si, c'est possible aussi, parce que je viens de vous l'expliquer, et si vous regardez bien, ça sera pas si compliqué. Alors, évidemment, là, c'est la première couche de la deuxième couche, si je peux dire. Donc, si je puis dire. Donc, maintenant, après, on va reprendre ces constructions du génitif et puis s'habituer et bien comprendre. Mais là, c'est vrai que dans la leçon, j'ai fait exprès. C'est-à-dire, je prends par exemple te pas, le génitif et tu, et puis je vous dis simplement le temps de l'écoute. Donc, je ne fais pas une analyse volontairement. C'est un peu pour vous laisser vous débrouiller. Parce que, en fait, tu, on en a déjà parlé, te pas, on en a déjà parlé. Et si vous regardez dans vos supports, vous allez retrouver dans le vocabulaire le sens de tout ça. Mais là, c'est une façon de créer des énigmes et dire, ah tiens, le temps de l'écoute, pourquoi le temps de l'écoute ? Ok, parce que te pas, écouter, tu, le temps de l'écoute. Voilà. Et petit à petit, c'est une façon de vous introduire à l'analyse de texte. Donc voilà, la leçon 6, c'est ça. En même temps, je me dis que, vu que c'est une leçon charnière, on va y revenir beaucoup. C'est-à-dire que de toute façon, il va falloir réussir et ça c'est vraiment notre objectif, il va falloir réussir à épeler un texte comme celui-là. Ça c'est clair. Ça vraiment, on doit réussir à le faire. Et puis après, on va revenir encore et encore sur la compréhension de la structure. Et puis là, hop, il y a des portes qui vont s'ouvrir de plus en plus larges.
c'est ce que je voulais dire. Voilà, des portes qui vont vraiment s'ouvrir de plus en plus large et qui vont s'ouvrir sur un paysage fantastique, qui est la compréhension du sens du texte. Et donc après, on va pouvoir rentrer dans d'autres sutras et comprendre le sutra, c'est vraiment le but. Mais n'oubliez jamais, la compréhension du sutra, la plus profonde qui soit, elle va s'appuyer sur votre lecture et sur la facilité de lecture, pour ne pas buter sur les mots. Ça, c'est important. Donc, je vais terminer la leçon. Ouais, il y a largement le temps. Je vais terminer la leçon avec une épellation. Donc, je vais vous épeler ligne par ligne, tout ça, et comme ça, vous saurez que, vous pouvez revenir à la fin de la vidéo sur l'exercice d'épellation. Ok? Donc, j'épelle. Pas trop lentement, pas trop vite. Et donc, pour vous, il va falloir faire un exercice d'écoute très attentive et puis revenir dessus. Voilà. Mais c'est une façon de vous mettre le pied à l'étrier. Donc, j'y vais. Pa naropo da pe, sa kataka da ke, ta shapkyutu, ao, pa kasa pak, pa, sa, la shapkyulu agigu i, notre fameux génitif. La chata changa chang, pa, shadembu she sa she, pa yata cha, wa, eh oui, chawa. C'est comme ça va venir. Ta dembu te ka tek, pa, cha dembu chena chen, pa naropo agigui, encore le génitif. Mao ta naro do, les sutras. Sanga sa sang, ragata gayata gya sa gye. Tanga tang, payata changa chang, cha shakyu chuba chup, sadembuse masa sem, tao pa, ta masa tam, cha da che, la, payata chaka chak, ao tsala tsal, la naro lo, ao tagigudi, sakataka da ke, pao taka da, kagiguki sa ki, tanaro to sa te, paagigui, ta shapkutu sa tu, kao chagiguchi ka chik, na, chik ça veut dire un, bon bref, pao cha naro choma chom, la tata da na den, vous voyez toujours du haut vers le bas, la tata da na den, ao ta sa de. Après, pourquoi le ta devient da, on y reviendra. Franchement, pas grave. Déjà, si vous savez que ça c'est un ta, c'est ce qui importe. Ra gata ga yata gyala gyal, pa naropo agigui, ka ba kap, pa yata cha, ra kataka naroko da ge, pa shakyu punga pung, pa naropo agigui, ra giguri, la, tao ka dembuge, salatala narolo nga long, satatata naroto nga tong, nyagigu ni sa ni, pao ragata ga yata gya, la ngata nga, pao cha shakyu chu agigui, tao ka dembuge, faut que je me mette effectivement un peu plus là pour que vous voyez bien, sa la ta la narolonga long, ka gigu ki, tao ka dembuge, ao da shapkyu duna dun, cha dembu chena chen, pa naropo, ta nga tang, payata cha nga chang, cha shapkyu chu ba chup, sadembuse masa sem, tao pa, sadembuse masa sem, tao pa, cha dembu chena chen,
Panaropo, hein, chenpo, grand, par exemple. Hein, voilà un exemple de mot-clé, par exemple. Raba, rap. Ta, shapkyutu. Manga, mang. Panaropo, mangpo, beaucoup. Voilà, comme par hasard, voilà, un autre mot-clé. Hop, tac, on apprend, on enrichit son vocabulaire. Tanga, tang, très important. Hein, c'est la conjonction et, et. Tabasa, tap. Chagiguchi ga chik, ta shakyutu, pao sha shakyushu ga sa shuk, ta dembute, excusez-moi, ta dembute agigui, tsa dembutse. Alors après ça se dit de tse, mais à l'épellation, ta dembute agigui, tsa dembutse, na, tsa dembutse, tanga tang, on le retrouvera souvent celui-là. Hein. La tata da na den, pa, sha sha, ragiguri agigui, pa shapkyupu, pa yata changa chang, cha shapkyu chuba chup, sa dembuse ma sa sem, tao pa pa, sa dembuse ma sa sem, tao pa pa, cha dembuche na chen, pa narupo, pa yata cha ma sa cham, pa agigui, ao karata ta naro do da de, para par, pa yata cha, wa agigui, sa, payata cha naro cho, ka sa cho, ka, la, wa, ta dembu tera ter, sa naro so nga sung, sa ta 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 dembu te, payata cha gigu chi na chin, na sa ne, pa na pen, tsa shapkyu tsu na tsun, ya nga yang, tao... Je me suis fait avoir. Ta ga ta, para par, tao ga ga, ga, un ga en fait. Wara war, et oui, parce que, je vous dirai après, voilà. Pa yata cha, wa agigui, tout simplement parce que wa, c'est la dernière syllabe du mot, et ra, c'est une particule. Mais on parlera de cette particule plus tard. Wa gigui, kao ta ma tam, ra natana ma nam, pa, ma nga mang, pa naropo, pa yata cha sa che, na sa ne, ao ta shepku tu sa tu, du en fait. Ao ta shepku du sa du, ta dembute, kao nya gigu ni sa ni, ni c'est le chiffre 2, ni, ka, ra ta ta da naro do, la dembu le ba lep, la, ao ka naro koda ke, ta naro to. Voilà, très simple. Alors bon, très simple, oui, c'est assez simple finalement, il n'y a pas beaucoup de difficultés, c'est juste une question d'entraînement. Et vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre théoriquement comment et pourquoi on lit de cette manière. C'est-à-dire on épelle de cette manière, et puis après, du fait de l'aisance de l'épellation, eh bien, vous vous mettez à lire. Et quand je dis aisance de l'épellation, ça veut dire que vous avez, c'est fluide. Pa na pen sa shapyu tsu na tsun yang yang ta ka ta para para tao ka ka. Et là, vous entendez la petite musique parce que, en général, les Tibétains le font comme ça et c'est intéressant. Ça nous entraîne dans l'exercice de l'épellation. Puis après, évidemment, une fois que l'aisance de l'épellation est installée, vous pouvez facilement dire pen sun yang ta par. Voilà, vous n'avez plus besoin de faire le chemin de ah oui, mais pourquoi et comment on prononce ça. Non, il n'y a plus besoin. Vous avez acquis l'aisance grâce
à l'épellation. Donc l'épellation mène à la lecture. Une bonne lecture vous permet de faire une bonne et facile analyse de texte. Voilà, et bien cette leçon, pas tout à fait en solo, parce que j'ai sans arrêt imaginé que vous étiez là, cette leçon est faite. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle donnera du sens à tous les efforts que vous faites pour apprendre cette langue si intéressante. Parce que quand même, à la clé, ensuite, c'est comprendre le dharma, comprendre le tibétain. Sa sainteté le Karmapa, le 17e Karmapa le disait cet été en Dordogne. Le tibétain est fait pour le dharma, donc comprendre le tibétain, pas forcément parler, mais comprendre le tibétain, c'est réellement une clé de compréhension pour comprendre le dharma. Donc voilà, je termine avec une petite dédicace. Sonam diye tam jesun pani tom nenye pedranam pam jene kiegana jibalam trupai sipet sole drowa drolwarai sho. Une petite dédicace, je vous souhaite à une bonne suite de journées ou de soirées en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et puis à bientôt pour le prochain cours. Bye bye.